à toute heure. Télé50, simplement congolais. Le magazine d'information de la rédaction Télé 50, c'est la rétrospective. Bienvenue à tous. La semaine qui vient de s'achever a été riche en rebondissements. Washington a suspendu son aide militaire au Rwanda pour son soutien au M23, une décision saluée d'ailleurs par la classe politique congolaise. Louis Michel, qui est venu s'informer sur la situation socio-politique et sécuritaire du pays, la 32e journée nationale de la presse a vécu la décision du chef du gouvernement d'éliminer les taxes illégales qui alourdissent les factures des marchandises importées au port de Matadi. L'arrivée de la ministre française déléguée à la francophonie, Yanina Benguigui, pour une visite de travail. Autant de sujets que je vous laisse redécouvrir. Les États-Unis, alliés récents du Rwanda, ont suspendu leur aide militaire en raison du soutien de Kigali, qui s'en défend à la rébellion dans l'est de la RDC. À la lumière d'informations selon lesquelles le Rwanda soutient les groupes armés en RDC, le département d'État a décidé qu'il ne pouvait plus fournir au Rwanda de financement militaire étranger pour l'année budgétaire en cours, selon un communiqué. Un porte-parole de la diplomatie américaine, Darby Oladey, a précisé que ces fonds de 200 000 $ américains pour 2012 étaient destinés à une école militaire rwandaise. Washington continuera toutefois de contribuer à la formation des troupes rwandaises participant à des forces de maintien de la paix. Le gouvernement américain est profondément préoccupé par des preuves montrant que le Rwanda est impliqué dans les soutiens aux rebelles congolais, dont ceux du M23. Les États-Unis ont de nouveau enjoint leurs alliés de cesser de soutenir la rébellion en RDC qui menace de déstabiliser la région des Grands Lacs. Sanctions exemplaires qui démontrent la réconfiguration géostratégique des États-Unis dans la région et les désaveux des multinationales qui continuent à manipuler les forces négatives dans l'est de la RDC. Je crois que c'est un pas important et c'est une première que de voir le département d'État taper du poing sur la table en disant non, trop c'est trop. Paul, tu deviens un but de toi-même, tu fais des choses au-delà des accords que tu signes. Si cet accord qui a été suivi des faits immédiats pouvait bien se répercuter au niveau de toute la région occidentale, ça serait une très bonne chose. Mais il ne faudra pas que le département d'État s'arrête là. Il faudra que le département d'État dote la force internationale neutre dont on a besoin des moyens logistiques et humains pour justement sécuriser notre frontière. Le peuple congolais qui a une amitié qui date de longtemps avec le peuple des États-Unis espère que ces débuts vont être consolidés par d'autres mesures beaucoup plus importantes, beaucoup plus contraignantes. Nous attendons maintenant des sanctions judiciaires pour qu'au moins la communauté internationale puisse condamner le Rwanda par rapport à ce que viennent d'entamer les gouvernements des autres pays. Nous devons aussi nous rendre compte et féliciter les Congolaises et les Congolais qui sont à l'extérieur. Les Congolaises et les Congolais qui se trouvent aux États-Unis, en Belgique, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, qui ne cessent d'aller squatter dans les résidences, dans des bureaux, dans des palais de tous ces grands capitales pour que le problématique Congo sur la souffrance de 10 millions de Congolaises et de Congolais meurent, blessés, disparus, puissent enfin être reconnus par rapport au Rwanda. C'est une très bonne chose que c'est une très bonne chose, à la seule condition que cela ramène Kagame à ne plus attaquer la République démocratique du Congo. Mais il y a un prérequis de taille qu'il va falloir résoudre. C'est en interne. Il va falloir que Tshisekedi et Kabila se parlent.
Dans sa communication aux ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo, le ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Raymond Chibandantonga Moulongo, qui avait à ses côtés le vice-ministre des Affaires étrangères, Maître Célestin Toundayaka Sendi, et celui de la coopération internationale et régionale, Dismas Mangungu, a fixé les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques sur la déclaration des chefs d'État et de gouvernement de la CEGEL sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Ils ont demandé que soit établie immédiatement une force internationale neutre pour éradiquer le M23, les FDLR, ainsi que toutes les autres forces négatives qui opèrent dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi pour assurer le contrôle et la sécurisation des zones frontalières. Ils ont demandé aux États membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs de mettre en œuvre dans sa totalité le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs et plus particulièrement le protocole sur la non-agression et la défense mutuelle dans la région des Grands Lacs. Ce député européen Louis Michel est venu s'enquérir et s'informer à la source de la situation sociopolitique et sécuritaire de la RDC. Les deux hommes politiques, Louis Michel et Richard Mouyej, ministres congolais de l'Intérieur, ont passé à revue le dossier de la réforme de la police et de l'armée congolaise, la question des rebelles du M23 et les résolutions de la rencontre d'Addis Abeba ont été également discutées. Nous avons fait le point sur les problèmes de sécurité, nous avons fait le point sur la réforme des services de police, nous avons parlé aussi du sommet de la francophonie, nous avons évoqué absolument toutes les questions qui aujourd'hui sont sensibles dans votre pays. Aéroport international d'Indjili, 12h55, heure de Kinshasa. Le vol de la compagnie SAC Africa s'immobilise sur le tarmac. Sur la passerelle apparaît Yannick Ngigi, ministre française à la francophonie. Accueilli par le vice-ministre congolais des Affaires étrangères et francophonie, l'ambassadeur de France à Kinshasa et le commissaire général du 14e sommet de la francophonie. La représentante de François Hollande, le chef de l'État français, est vite conduite au salon d'honneur et c'est l'entretien de quelques minutes entre les deux personnalités. Aux journalistes, les premiers mots de Yamina Benguigui résument la mission lui confiée par le président Hollande dans la capitale congolaise. Je viens avec non seulement de l'énergie, mais de la bienveillance aussi. Symboliquement, c'est très important que ce sommet se tienne en Afrique. Le sommet des chefs d'État francophones n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas un grand sommet en Afrique et en RDC, c'est capital. Et puis on est au carrefour aujourd'hui d'une Afrique qui a sa place. Selon le programme à notre possession, son séjour en République démocratique du Congo prévoit des rencontres avec plusieurs personnalités congolaises, notamment le président de la CENI, les représentants des confessions religieuses, le cardinal Laurent Monsengo, le chef de la MONUSCO, le Premier ministre et les présidents de 2 chambres du Parlement. C'est une session qui est intervenue juste après le vote du budget 2012, vote par lequel la Direction générale des douanes et Axis s'est vue assigner la réalisation de 1500 milliards de francs congolais. Session qui correspond également avec la visite du Premier ministre Matata Ponyo au port international de Matadi, où le chef du gouvernement a fait un constat largement négatif. Vu toutes ces urgences, Yorubiza a appelé ses pairs à redoubler d'efforts pour maximiser les recettes et améliorer la qualité des services au port de Matadi. Jusque-là, le gouvernement fonctionnait sur base des crédits provisoires. Aujourd'hui que le budget définitif assigné à la DGDA est connu,
nous avons jugé nécessaire de convoquer cette session qui aura pour sujet à traiter l'examen des stratégies à arrêter pour atteindre, voire dépasser les assignations budgétaires de l'exercice 2012. 3 jours ont suffi aux directeurs centraux et provinciaux de passer en revue le niveau d'exécution des recommandations issues de la 3e session et l'évaluation de l'exécution des recettes du budget 2012 par province douanière. Un travail qualifié de grande envergure par le gouvernement. Déo Rugisa a par ailleurs rappelé au secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes à décréter cette année douanière d'une année de connectivité. À travers ce nouveau paradigme, chaque participant doit mettre en œuvre toutes les orientations stratégiques issues de cette 4e session comme instrument de mobilisation accrue des recettes et de lutte contre la fraude douanière. Au Salon Rouge, on pouvait apercevoir des banderoles qui disaient tout. À l'exception du Premier ministre, membre du gouvernement, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, un passage obligé vers l'accomplissement du plan d'action du gouvernement. Nous avons commencé par le Seigneur des Zongo. Là, on nous a décortiqué article par article, secondaire. Maintenant, nous avons la participation sur le début du gouvernement, ou sur dans le 100 jours. Chaque ministre doit se battre pour dans son administration, dans son cabinet, même en arrière-pays, pour la corruption. C'est bien que le Premier ministre, sous l'impression du président de la République, ait pensé que cette équipe puisse être celle qui inaugure une nouvelle génération d'hommes d'État dans ce pays. Il faudrait, d'après cet acte, moraliser la gestion de la chose publique, et cela à tous les niveaux. Je ne pense pas que signer un acte civique, ce qui est le plus important, c'est comment est-ce qu'on l'applique. Mais surtout que quand il y a des infractions, ces infractions soient réprimées de la manière la plus haute, que ça ne se limite pas simplement à une révocation, mais que s'il y a des sanctions pénales qui doivent être prises, que cela se passe. Je crois que c'est ça l'élément le plus important. L'on se souviendra qu'en certain 6 décembre, lors de sa prestation de serment, le chef de l'État déclarait que la lutte contre la corruption est l'un des segments prioritaires de son mandat. Cet acte vient encore mettre les membres du gouvernement devant leurs responsabilités. Et la seconde partie a été ponctuée par la rencontre du chef de l'État Joseph Kabila jeudi avec son homologue angolais Eduardo dos Santos à Luanda en Angola. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC encore une fois à la une. Et cette fois-ci, c'est le chef de l'État Joseph Kabila qui a fait le point samedi. Le séjour de la ministre française déléguée à la francophonie Yamina Benguigui à Kinshasa qui a pris fin samedi. Le lancement de la campagne agricole 2012-2013 par le Premier ministre Matata Ponyo. Le début des Jeux olympiques auxquels participe la RDC. Suivez. C'est les gros de sa mission de 3 jours à Kinshasa. Palpé de près d'un œil vigilant et averti les préparatifs du 14e sommet, Yamina Benguigui l'a fait ce jeudi 26 juillet. Premier acte, 9h, le rendez-vous est au siège du comité national d'organisation du sommet. Ici, s'étire la séance de travail à huis clos avec le commissariat général et tous les membres du comité national organisateur. Au sortir, les sourires aux lèvres confirment les bonnes intentions. Deuxième acte, 10h30, après les bureaux, place à la descente sur terrain. Conduite par le commissaire général Isidore Ndaïwel, la ministre française fait la ronde des sites devant recevoir les officiels et les réunions. Première destination, la cité de l'Union africaine. C'est ici que seront logés les chefs d'État et leurs délégations. Les résidences, les salons et la tente réservée au dîner d'État sont inspectés dans le moindre détail. Ensuite, direction hôtel du Fleuve où logeront d'autres délégations. Et pour finir, cap vers 2 autres sites, les stades de Martyrs et le Palais du Peuple, point de chute de la tournée. Après avoir vu, vécu et palpé de près, en 1h30, les impressions sont positives. Vraiment, je suis très satisfaite. Je suis impressionnée du travail qui a été accompli et je vois la motivation des équipes et aussi des équipes qui positivent énormément. Et à la question qui fâche concernant la venue ou pas de François Hollande au sommet, Benguigui répond.
Pour l'instant, vous n'avez entendu que des rumeurs négatives. Et comme je dis, la rumeur est là pour mourir. Monsieur François Hollande n'a jamais dit qu'il ne viendrait pas ou qu'il boycotterait jamais. Donc je le redis devant vous. Ce sont des allégations, des supputations. Lorsque je rentrerai, je lui ferai un rapport. Et voilà, et pour l'instant, longue vie au sommet. Occasion également pour les comités de lever le voile sur certaines rumeurs qui courent encore. Nous n'allons pas continuer à passer notre temps à parler de localisation, d'arriver au nom du président Hollande, tout cela. Nous devons cesser ces bobards qui alimentent inutilement nos débats stériles. À 2 mois et demi de la grande fête francophone de Kinshasa, la RDC a relevé un nouveau défi diplomatique. Des questions relatives à l'organisation du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa, mais aussi les relations entre la France et la RDC et les différentes avancées dans le domaine culturel ont constitué l'essentiel de cet échange entre la ministre française en charge de la francophonie Yamina Ben-Bubi et le chef de l'exécutif congolais Matata Ponyo. Un partenariat constructif existe entre la RDC et la France, a-t-elle déclaré. Cependant, une question demeure. Est-il envisageable de délocaliser le 14e sommet de la francophonie? Il n'y a pas de changement, ce sommet se tiendra vraiment. Je suis là aussi pour faire taire un peu les rumeurs. Et la rumeur est toujours là pour mourir. La République démocratique du Congo est prête à accueillir la communauté francophone pour un partage de culture. Néanmoins, selon certaines sources, le président français n'est pas exprimé. Donc on lui fait dire des choses qu'il n'a jamais dites, jamais prononcées. J'espère que le président François Hollande sera là. Il attend mon compte rendu. Yamina Ben-Bubi est à la tête du ministère chargé de la francophonie il y a peine 1 mois. 3 jours durant, elle va faire la visite des différentes infrastructures devant abriter le sommet prévu au mois d'octobre dans la capitale congolaise. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a effectué ce jeudi 26 juillet 2012 une visite de travail de 24 heures en Angola. À son arrivée à Luanda, le chef de l'État congolais a été accueilli à l'aéroport international du 4 février à 9h20, heure locale, qui est aussi celle de Kinshasa, par le ministre angolais du Travail, Pitra Neto. Une présence tout aussi importante à signaler est celle d'une frange représentative des compatriotes congolais vivant en Angola et qui ont tenu à faire ressentir l'existence de la colonie congolaise dans la capitale Luanda. Un tête-à-tête entre le paysan angolais Eduardo dos Santos et le président congolais Joseph Kabila Kabange a couronné cette visite éclair. Un voyage aller-retour entre Kinshasa et Luanda qui a changé beaucoup de donnes dans les relations bilatérales et régionales qui existent si bien entre les deux capitales. Aussi faudrait-il mentionner que la RDC et l'Angola font partie des membres de l'organisation régionale dénommée SADC, dont la présidence est assumée par le chef de l'État angolais Eduardo dos Santos. Mais l'accueil officiel a eu lieu au palace présidentiel de Luanda. Une cérémonie aussi bien brillante que solennelle est celle que l'Angola officielle a toujours réservée à ses visiteurs de marque. Cette fois, l'honneur revient à Joseph Kabila Kabange, qui a été reçu par son homologue angolais à l'invitation de son gouvernement au palais présidentiel de Luanda. Elle a consisté en l'accueil officiel du chef de l'État congolais à l'occasion de sa visite de travail. Eduardo dos Santos s'est déplacé vers l'entrée du palace présidentiel avant d'inviter le président Kabila à suivre l'exécution des hymnes nationaux, c'est-à-dire les deux bouts congolais et l'hymne national angolais. Il l'accompagnera tout le long du passage en revue du détachement d'honneur de la garde républicaine, passage en revue agrémenté avec la musique militaire de la fanfare de la dite garde. Les poignées de main de Joseph Kabila Kabange et Eduardo dos Santos s'est déroulé devant la presse des organes représentés, suivi d'une pause photo. Elle a pris fin avec la salutation et la présentation des membres du gouvernement angolais et du cabinet au président visiteur et la délégation congolaise au chef de l'État angolais.
l'ICCN et ses partenaires de nouveau réunis pour leur réunion hebdomadaire. La récente tuerie des Okapis dans la réserve des Epoulou était à la une de leurs échanges. La délégation de l'Union internationale pour la conservation de la nature a fait part au numéro 1 de l'environnement congolais, Cosmas Wilungula, de leur profonde indignation suite à ce drame. Nous, ONG internationale et partenaires de l'ICCN, réunis au sein de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN en sigle, qui appuie la RDC dans la gestion et la protection de l'environnement, condamnons avec fermeté le massacre des Okapis qui a été perpétré dans la réserve de faune à Okapi à Epoulou, massacre considéré comme crime contre l'humanité, et demandons aux instances internationales compétentes d'en prendre toutes les mesures conséquentes. Malgré cet incident, les partenaires de l'Institut national pour la conservation de la nature comptent poursuivre leur appui dans ces secteurs. Après avoir évalué la situation dans la réserve d'Epoulou, au sortir de leur rencontre, l'ADG de l'ICCN s'est félicité du soutien combien louable qu'apporte l'Union internationale pour la conservation de la nature dans la protection de l'environnement. Mais ceci pose aussi un certain nombre de préalables. Nous sommes tenus de pouvoir informer nos partenaires sur tous les efforts que nous faisons afin de rechercher de voies et moyens pour pouvoir reprendre les activités à Epoulou. Mais le partenaire pose deux préalables majeurs. Disons le premier préalable, ils veulent voir des signes forts du gouvernement congolais pour un début de sécurisation. Et le deuxième préalable, ils veulent vraiment voir qu'il y a eu des actions fortes, des poursuites judiciaires et même de traque de cet civique Morgan avec toute sa bande. Camarades, ils étaient 13, ils sont tombés le 29 juillet 1995 à Kinshasa, parce qu'on avait organisé une manifestation pacifique pour réclamer l'arrêt de la prolongation de la transition qui devait nous mener de la dictature vers la démocratie. Le gouvernement de l'époque, le président dictateur de l'époque, Mobutu, avait envoyé ses forces pour réprimer dans le sang. On a tiré, on a blessé, on a tué et 13 sont tombés. Et 13 de nos camarades sont tombés. Ce sont ceux-là dont nous sommes venus nous rappeler les souvenirs pour dire qu'on ne peut pas les oublier. La lutte pour le pays a commencé depuis longtemps et il doit se prolonger pour l'unité, pour la démocratie, pour la paix et pour le développement. Je repars à Paris avec un rapport très positif. Vraiment, j'ai pu rencontrer les autorités congolaises, j'ai pu rencontrer aussi les représentants de la société civile, les artistes, j'ai pu aussi me rendre sur les différents chantiers, voir l'évolution de toute cette préparation. Nous sommes voilà, ravis que ce sommet ait lieu. Évidemment, dans un contexte difficile, puisque depuis que je suis arrivée, j'ai pu prendre conscience à quel point l'Est s'était dégradé. Ce matin, la France a officiellement demandé un briefing au Conseil de sécurité des Nations Unies et que ce briefing aura lieu lundi prochain à 15h et que quatre points seront abordés. Le rôle de la MONUSCO, les actions du M23, le soutien rwandais au M23 et les moyens pour mettre en place un contrôle à la frontière. Outre la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, les deux hommes d'État ont parlé francophonie et santé financière et économique du pays. Au sortir de l'audience lui accordée par le Premier ministre, les députés européens a dit ce qu'ils pensaient de la résolution du conflit dans l'Est et des autorités congolaises qu'il a rencontrées. Nous avons fait un tour d'horizon de la situation en RDC. J'ai évidemment observé que le Premier ministre était un homme volontaire, compétent,
intelligent, très sérieux, et qui a indiscutablement une stratégie visionnaire qui veut développer le pays économiquement et socialement. Et nous avons évidemment abordé aussi l'instabilité à l'Est, qui doit trouver une solution le plus rapidement possible. Je lui ai dit que moi, je pense que la bonne formule, c'est qu'il y ait une force internationale avec un mandat renforcé. Je pense que ça permettra d'objectiver, en tout cas, ce qui se passe là-bas. Ça me paraît important. Nous avons aussi parlé du sommet de la francophonie. Je pense que c'est important que ce sommet se tienne. Je tiendrai normalement dans de très bonnes conditions. Et je pense que c'est aussi toujours très important pour un pays comme la RDC, qui est un immense pays au cœur de l'Afrique, avec un potentiel et un futur extrêmement prometteur. Moi, j'ai été très impressionné de la qualité du Premier ministre et des membres du gouvernement que j'ai rencontrés. J'ai rencontré le président Kabila très longuement hier. Ça a été une conversation extrêmement utile et extrêmement fructueuse. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, je vais modestement, évidemment, me réactiver pour aider le peuple congolais et pour aider les autorités à transformer ce potentiel en prospérité et en paix. Après Kinshasa, l'agenda de Louis Michel a prévu une descente à Kigali au Rwanda. La problématique du développement attire l'attention des responsables africains. Ceux évoluant dans les secteurs financiers vont s'unir à Kinshasa pour tenter de donner des solutions aux problèmes qui freinent l'avancée de cette partie du continent située au sud du Sahara. D'abord, le caucus africain, il faut reconnaître que c'est une organisation qui se rapproche d'une organisation syndicale. Et son rôle majeur, c'est de défendre les intérêts du continent africain auprès des institutions de Bretton Woods et d'essayer de tirer le meilleur parti au sein de ces institutions, le meilleur parti des financements de la Banque mondiale par exemple, qui nous accorde aujourd'hui un financement brut qui atteint pratiquement 3 milliards, du FMI aussi, mais aussi des autres institutions. L'an dernier, une trentaine des ministres et des gouverneurs de banques centrales du continent ont débattu sur la production énergétique. Il faudrait mobiliser les moyens pour améliorer la productivité, avait-il estimé, pour ainsi pallier au déficit énergétique du continent, un énorme frein au développement. Les 2/3 de la population qui vivent de l'activité agricole, impulser le développement par l'agriculture, c'est donner une chance additionnelle à la consolidation de la croissance économique et à la résolution du problème de la création de l'emploi. La participation de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international avait à cet effet été sollicitée en vue de la réalisation des 4 grands chantiers, dont celui de barrage Inga 3 et Grand Inga en RDC. Autre problématique évoquée au cours du caucus 2011, le développement de l'agriculture, secteur prometteur qui se devait d'être l'objet des mesures urgentes à court et long terme afin de renforcer la résistance aux risques agricoles et améliorer la productivité, et ce, en raison de leurs effets multiplicateurs sur la croissance et la réduction de la pauvreté. Enfin, sous-représentés dans les institutions de Bretton Woods, les membres du caucus s'étaient engagés à tout mettre en œuvre pour obtenir un 3e siège au FMI afin de mieux faire entendre leur voix. Voilà, c'est la fin, ce retour sur l'actualité. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur votre chaîne.